La plupart des sciences dites ésotériques se rattachent à la civilisation égyptienne pharaonique ancienne. Il y a deux raisons essentielles à cela. La première est liée à la volonté d'apporter une ancienneté liée à une période presque connue, mais il n'est guère possible d'enquêter. Donc forcément ça aide un petit peu. La seconde, c'est que cette période est dite à la source de l'histoire officielle et donc de l'histoire non officielle aussi, on sous-entend. En effet, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Égypte, par les textes grecs, arabes et chrétiens, était présentée comme le berceau des connaissances. Il fallait donc que les sciences dites occultes, anciennes ou nouvelles, y trouvent leur origine. Avec les découvertes des civilisations sumériennes et la redécouverte des chinoises et indiennes à la fin du XIXe et début du XXe siècle, une approche moins raciste de la société à ce moment-là aussi, ont permis au monde de la pré-Seconde Guerre mondiale de découvrir de nouvelles connaissances ou d'en développer de nouvelles qui vont apporter de nouveaux centres d'intérêt. On est tout dans la nouveauté, la guerre se termine, on a envie de découvrir. Et donc les années 50, 60, 70 vont ajouter et prôner le retour à la nature, les peuples et principes dits primitifs, et qui vont être mis en avant et permettre d'apporter de nouvelles sciences ou pseudosciences en fonction du moment. Donc les sciences ésotériques s'appuient au-delà des connaissances qui leur sont propres sur les principes du secret, du sacré et du pouvoir. Le pouvoir ou politique, ça dépend de quel côté on se place. Elles ont été très vite classifiées comme telles en tout cas. Leur importance dans la société a varié selon les époques. Depuis 12 000 ans, il est possible de regrouper ces sciences par domaine ou grandes familles. Nous avons celles qui concernent le sacré, les plus connues, les plus faciles, le religieux, les cosmogonies, les philosophies de vie et de pensée, et certaines mythologies découlent de ces principes très sacrés. Ensuite, nous avons les pseudosciences, qui concernent des domaines liés au temps. Elles sont les plus répandues. Nous y trouverons les divinations, passé, futur, les lectures sur support, les domaines concernant le ciel et ses extrapolations, et apparaissent aussi l'astronomie, l'astrologie, et certaines mythologies à nouveau, qui se regroupent avec le côté sacré. Les médiums entrent dans cette catégorie pour la plupart, que ce soit à travers la communication avec les défunts, l'aide que ceux-ci peuvent apporter, et les contacts qu'ils peuvent avoir à travers la trame du temps. D'autres pseudosciences sont difficiles à définir seules, séparées d'une autre connaissance. Elles sont présentées sous forme complexe ou interdépendante. Il s'agit entre autres du domaine des soins, des guérisseurs d'âme, du corps et des énergies, qui vont, selon les époques, apporter les médecines sous toutes ses formes, que ce soit la naturelle, la chimique, la manuelle, ou celle des énergies vitales, qu'on peut appeler le ki, le chi, l'âme, et toutes ces énergies, le prana, voilà, tous ces mots-là qui viennent dans cette partie-là. Les domaines dits naturels sont issus de la nature, comme l'on leur indique, et sont en lien avec les soins, mais en sont aussi distanciés. Ils servent pour les soins, mais ils servent aussi à autre chose. Nous y trouverons les herboristes et leur connaissance du végétal, sous toutes ses formes, que ce soit l'alimentaire, le médical, le complément, les décoctions et les régulateurs. Nous avons ceux qui maîtrisent le contact aux animaux, à travers le contact physique, le contact psychologique, les énergies que cela peut interéchanger, mais aussi les apports nutritionnels que peuvent apporter les animaux. Il faut en tenir compte. Et après, nous avons des domaines dits énergétiques. Alors là, ça concerne l'alchimie. L'alchimie et la chimie, il faut bien séparer les deux termes prononcés, des fois c'est compliqué, on a l'impression de dire la même chose. Les sciences de transmission, alors transmission d'énergie, c'est lié au lieu, c'est lié au sol, c'est lié à la géologie, c'est lié aux énergies que deux personnes peuvent échanger. On a le feng shui qui rentre là-dedans, l'adaptation des lieux, l'adaptation des formes d'ondes dégagées. Puis nous avons les transmutations. Les transmutations nous sont apparues au départ à travers les forgerons, capables de prendre une pierre et d'en faire un métal. Et les alchimistes qui vont développer aussi une partie de ce cheminement où d'un objet ou d'un minéral, on va fabriquer autre chose. De tous les textes que nous trouvons aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de savoir quelles connaissances sont les plus anciennes. Les peintures rupestres trouvées dans des grottes européennes, sûrement, mais que sont-elles? Des tags de rebelles de l'époque, une forme de galerie d'art du moment d'un gars excentrique qui avait décidé d'amener tout le monde dans le sous-sol parce que les musées étaient fermés pour cause de maladies dangereuses. Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de lieux mystiques, de lieux religieux. Il y aurait pourtant beaucoup à dire, à étudier sur toutes ces peintures et parfois c'est compliqué puisqu'il ne faut pas sortir des théories autorisées, puisque dès qu'on sort des théories dites autorisées,
On est dans le domaine du complotisme ou de l'idiotie, ça dépend. En tout cas, ça peut être intéressant. On essaiera peut-être dans de prochains épisodes. Il y a plein de choses comme ça, je vous dis, on essaiera peut-être. Ne vous inquiétez pas, il y a 2-3 épisodes prévus pour la fin dans lesquels vous allez être un petit peu. On va essayer de décoiffer la science et de se faire plaisir. À ce jour, la civilisation retrouvée en Turquie à Göbekli Tepe, qui n'est pas facile à prononcer, et qui signifierait le nombril du monde, aurait plus de 12 000 ans. Mais ne permet pas encore de savoir quoi que ce soit. On sait que ce sont des pierres levées, gravées, sculptées, mais nous devons malheureusement nous contenter du sempiternel explicatif religieux qui explique tout ce qu'on ne sait pas. Pour quelle raison le site a été volontairement enterré à son époque? A-t-il été enterré par ceux qui l'ont érigé ou bien par un peuple venu plus tard? Ces questions sont importantes, tant pour comprendre que pour retrouver le sens de l'histoire, mais c'est tout un exemple qui fourmille ici à travers un simple détail. Nous avons des pierres de 5 à 15 tonnes placées en cercle, une trentaine ou une quarantaine de cercles, donc 5 ou 6 ont été déterrés pour le moment. Tout ce qu'on sait sur la datation, c'est que les pierres ne sont pas datables, donc les pierres en réalité on ne sait pas de quand elles datent, le lieu non plus. On sait que ceux qui l'ont rebouché, c'était entre 9000 et 12 000 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est une datation de déchets et pas une datation de création. Ça me rappelle la petite histoire de la tour Eiffel découverte en plus 20 000 par nos descendants de descendants de descendants qui trouveraient un morceau de sandwich mangé par quelqu'un 4 ou 5 000 ans plus tard et qui dirait ça date de plus 15 000. Voilà, c'est un peu cette explication-là. Mais bon, rentrons pas trop dans les détails, l'histoire et les découvreurs nous en apprendront certainement plus. Nous avons ensuite un melting pot de peuplades dont les récits nous sont parvenus par leurs successeurs. Des tribus du pôle jusqu'en Afrique du Sud, des continents américains, africains, du Moyen-Orient, de la Scandinavie, de l'Asie lointaine et de l'Océanie. Tous ces peuples s'expriment sur une datation de l'humanité bien plus longue que celle de notre histoire classique. Ils nous parlent de 4 ères terminées par des cataclysmes. Chez les Grecs, ces 4 ères ont été appelées l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge des héros, l'âge de fer. Donc ce sont des périodes pour les précolombiens qui se divisaient en 15 à 20 000 ans, 16 000 pour les puéristes, et qui se terminaient à chaque fois par un grand cataclysme qui rasait la terre et qui permettait de recommencer. Ils mettaient ça sur le compte des 2 frères, Quetzalcoatl et son frère, je ne me souviens plus le nom, je ne suis pas très professionnel sur ce coup-là, qui se sont affrontés et chaque fois que l'un partait, l'autre détruisait tout pour recommencer mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, les Sud-Américains pensaient que Quetzalcoatl revenait et ils étaient très contents de faire table rase de leur passé. Ça a été fait, mais pas de la bonne manière. En tout cas, nous sommes aujourd'hui face à un proche cataclysme, si on suit ces pensées-là, qui serait lié au feu. Donc on verra ou pas, hein. Peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants verront ça, ou j'espère le plus loin possible en tout cas. En Inde, il existe des textes sanscrits qui narrent les épopées de la naissance du monde, des guerres de dieux surpuissants utilisant des technologies qui, avec nos connaissances modernes, sont perçues comme communes. Des vaisseaux volants projetant des missiles et des rayons destructeurs, des armes à l'esprit si modernes et si dangereux. Tout un péplum. Mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même dans ces lectures. Nous comprenons donc ainsi que les premières sciences ésotériques dont nous trouvons les traces sont celles de l'histoire et de la cosmogonie. La cosmogonie étant l'explication de la création de l'univers. Il est certain qu'elle doit s'accompagner de l'astronomie et de l'astrologie. Pourquoi l'astrologie? Pour comprendre aussi. D'ailleurs, l'astronomie c'est l'observation et l'astrologie c'est l'étude. Que ce soit l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, les premières traces de connaissances passent par le supérieur et le sacré. On n'y coupe pas. A-t-il été lié avec le pouvoir pour permettre de mettre en ordre la société? C'est fort possible, mais je laisse la question ouverte. Avec le recul, aujourd'hui, c'est comme cela que fonctionne notre société, mais était-ce le cas chez nos anciens? Les Grecs nous parlent de méritocratie, d'hommes devenant des dieux et de dieux déchus et punis. Les Égyptiens nous comptent avec le papyrus de Turin, ou papyrus des rois ou canon de Turin, tous les régnants depuis la nuit des temps. Les historiens du monde égyptien donnent pour bon tous les monarques depuis la première dynastie, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, mais en excluent les 10 rois mythiques antérieurs, eux-mêmes précédés par 17 dieux, qui régnèrent très longtemps chacun. Et si, sous une forme difficile à comprendre, ces textes disaient vrai, ont-ils sciemment exclu tous les éléments,
Peut-on penser que pour ne pas déplaire depuis plus de 2 siècles aux gardiens des temples des pensées, ils ont préféré ignorer ces sujets? Pourtant, tous ces éléments écartés sont aux origines des pensées ésotériques. Ce sont ces dieux et ces rois mythiques qui vont, par leur mythologie, apporter certaines connaissances qui aujourd'hui sont dans le domaine du paranormal. Les tablettes sumériennes découvertes au XIXe siècle dans le sud de l'Irak nous parlent des cités-États, de religions, de mythes, d'une bureaucratie développée, une société où l'écriture était très accessible. Les récits sumériens, que ce soit à Ur ou aux autres cités, sur la création du monde et la vie, est très proche de la Genèse biblique, sachant bien entendu que Abraham, le patriarche hébreu et des 3 religions du livre, était originaire d'Ur. Un immigré sumérien en Palestine, déjà. Chez les Sumériens, nous trouvons le mythe des dieux créateurs, mais aussi des démons destructeurs, le mythe du déluge et bien d'autres choses qui semblent nous enseigner une connaissance bien antérieure, non ou mal identifiée. Pour ceux que cela intéresse, une grande partie de la mythologie moderne des extraterrestres créateurs ou accélérateurs de l'humanité est basée sur une interprétation de ces tablettes et de leur langue morte. À ce jour, ce sont les Grecs qui, en partageant certains dieux, certaines légendes ou mythes avec les Égyptiens, qui nous ont transmis l'essentiel des sciences anciennes réelles, qui donneront les mathématiques, l'arithmétique, la géométrie, l'herméneutique, difficile à dire, quelques mythes liés à leur cosmogonie, mais surtout les mystères et l'hermétisme. Une grande partie des mythes grecs expliquent le déroulement de la vie, la course des astres dans le ciel, les rythmes des saisons, le rapport à la vie, la nature et aux autres, à travers un comportement très humain des dieux. Ce sont le comportement des humains qui sont mis dans le cadre d'une morale et d'une analyse, mais aussi d'une déculpabilisation. Si les dieux le font, pourquoi les hommes ne pourraient pas le faire? Les Grecs, jusqu'aux dernières découvertes qui nous ont permis de comprendre la civilisation égyptienne et les rapports aux autres peuples, même si les Hellènes se présentaient comme une civilisation parallèle à l'Égypte, pourtant les Grecs ont des difficultés à faire cadrer la panoplie des divinités égyptiennes avec les leurs. Cela se ressent dans la chronologie entre le divin et l'humain, où les textes ne sont pas très harmonieux ni linéaires. Mais bon, pour certains, on passe outre, c'est pas très important, surtout chez les Grecs, qui ont l'art et la manière de survoler certains sujets. L'archéologie moderne a permis de trouver des lieux qui ont ouvert sur des connaissances qu'il est important de regarder avec nos regards modernes et sans frein. Le premier d'entre eux, important pour l'ésotérisme, est Saqqara. Au-delà d'être la première nécropole égyptienne, nous y trouvons la plus ancienne pyramide. Ce lieu daterait des premières dynasties et peut-être même avant. Le Sérapéum, on l'attribue en l'honneur du dieu Apis Taureau, est un lieu mystérieux que les historiens ont du mal eux aussi à appréhender, et pour ne pas répondre à des questions qu'ils préfèrent ignorer, ont décidé de parler d'un culte du taureau et de tombeaux pour taureaux. Voilà, ça simplifie. Je vous mets l'image ensuite et vous me direz ce que vous en pensez. Nous ajouterons le temple d'Hathor, la Vénus égyptienne, à Dandara, dans lequel se trouve le zodiaque gravé le plus ancien connu à ce jour. Je vous en présente les images, là aussi. Les Égyptiens avaient, avec les Sumériens, identifié un grand nombre de constellations, compris leur impact et leur utilité dans la compréhension du déroulement cyclique de la vie, leur rapport à la mort et à la renaissance. Ils avaient appliqué à tous les niveaux de la société, que ce soit de l'agriculture aux aléas climatiques, des événements normaux à ceux probables, l'astronomie et l'astrologie, ce qui régissait et expliquait les comportements sociétaux. Même les Hébreux, dans leur Bible, parleront de ces connaissances que Dieu réprima par le déluge, mais qui survécurent grâce à Cham, fils de Noé, qui les grava sur une plaque métallique et qui les remit à son fils, Misraïm, qui est dit le père du peuple égyptien. Tous les temples, lieux de culte et même les villes sont construites en miroir aux étoiles en Égypte, aux constellations, aux besoins astrologiques. L'Égypte apporte bien des connaissances sur ce domaine et bien d'autres. À travers certains temples, certains papyrus et hiéroglyphes, il a pu être constaté que la médecine ancienne de ce peuple permettait des opérations à cœur ouvert, créer des prothèses osseuses et même des opérations cérébrales dont il est difficile de savoir encore aujourd'hui dans quel but. Entre science et mystère, nous avons aussi le temple de Dendara, l'image d'un objet polémique qui expliquerait toutefois l'absence de suie liée à la combustion de torches dans les pyramides ou dans un grand nombre de nécropoles, de temples, etc. Connaissait-il l'électricité?
Bien des mystères subsistent, mais des preuves dans ce sens nous sont apportées. Nous savons que cette civilisation avait des connaissances qui nous échappent encore et que les peuples qui leur ont succédé n'ont pas aidé à conserver, pour toutes les raisons que le temps implique, que ce soit par les religions, les dominations, les guerres, les invasions, les perturbations. Je vous laisse juge de l'image. À travers les divinités égyptiennes, il est possible de voir la lutte de l'homme face à son destin, face à l'avenir, sans pour autant tomber dans une mythologie ésotérique. La lutte des différents cultes à partir de 2500 avant Jésus-Christ nous indique que chaque temple et déité a professé ses enseignements propres, dans une forme de concurrence et sous le contrôle aussi bien du roi que des différents pouvoirs en place à cette époque-là. Les Grecs, de leur côté, nous rapporteront aussi ces rivalités de connaissances au pouvoir, soit magiques, soit ésotériques. Bien que la Bible soit écrite à des temps très postérieurs, 700, 400 avant Jésus-Christ, elle nous rapporte que Moïse avait acquis au sein du temple de Ra, dès son enfance, les enseignements ésotériques des prêtres. D'ailleurs, ils le lui reprocheront dans le fameux incident des bâtons se transformant en serpent et dont celui de Moïse mangera celui des prêtres. Concernant donc cette période qui s'échelonne de moins 12 000 à moins 2500, il est difficile d'aller chercher des connaissances de façon certaine. Au travers des écrits grecs, égyptiens, sumériens, on devine, on subodore, mais rien n'est concret. Nous savons que durant ces périodes, depuis ce qui aurait été l'Atlantide jusqu'à l'arrivée des Romains, les humains avaient des capacités potentielles à lire l'avenir, à l'annoncer, à le découvrir parfois, à savoir utiliser des pouvoirs que seuls certains prêtres et certains temples pouvaient utiliser, toujours sous le contrôle d'une divinité ou d'un roi. Vous avez constaté que je n'emploie pas le terme de pharaon ici, contrairement au texte biblique ou au film hollywoodien, mais pour la simple raison que ce titre seigneurial n'était pas l'attribut des chefs égyptiens, mais des chefs de la péninsule arabique, qui à cette époque de l'histoire comptaient de grandes cités, aujourd'hui qu'on redécouvre à peine, de grands royaumes et des cours d'eau souterrains et même quelques rivières qui étaient présentes. Une deuxième idée reçue, et qui nous vient encore des historiens du XVIIIe, XIXe siècle, encore sous la domination de l'esclavagisme, était que l'Égypte comptait des esclaves. Mais ce ne sera le cas qu'avec l'arrivée de la conquête grecque et d'Alexandre le Grand. Ceux qui ont construit tous les bâtiments étaient des salariés et pas des esclaves, contrairement à ce qu'on pense. À ce stade de notre recherche, l'astronomie et l'astrologie, ainsi que les capacités médiumniques et celles des guérisseurs, apparaissent. Mais où se cachent les autres sciences dites ésotériques? Quand et comment nous ont-elles été transmises? Quelle connaissance et quelle science est passée par là? Quelles sont ces sciences dites parallèles, paranormales, hermétiques et ésotériques? C'est ici que commence notre voyage dans les civilisations, dans les textes, cultes, cultures qui vont succéder à l'Égypte, parfois sans dire héritières ou parfois pas du tout. Nous allons voir comment les différentes branches se sont séparées, se sont mêlées, comment l'homme s'en est servi pour aider, contrôler, pour affirmer ou juste de manière égoïste pour lui-même. Entre transhumance humaine, guerre, changement climatique, érosion et invasion, le monde de l'ésotérisme va subir de nombreux chocs culturels et s'y adapter. Et c'est ainsi que se termine ce 4e épisode. Merci de me suivre, merci des indulgences aussi pour mes tâtonnements. Je ne suis pas un professionnel de l'image et ça se ressent, mais petit à petit, on va y arriver. Je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, il paraît que c'est à la mode, ça fait bien. C'est pas du stop, c'est juste dire merci, et puis voilà, on ne vous demande pas d'argent. Si vous voulez en donner, on ne vous dira rien non plus, mais bon, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'échanger, c'est d'être avec vous et de vous apporter un maximum de connaissances, et je vous retrouverai dans l'épisode numéro 5, d'ici une quinzaine de jours, et d'ici là, portez-vous bien.